Bizarrement, entre guillemets, on attire forcément à soi les clients qui ont le même genre de problématiques que nous, ou les choses qu'on a encore à soigner nous-mêmes, en fait, à guérir nous-mêmes. Donc effectivement, j'ai beaucoup de gens qui sont atteints de TCA qui viennent me voir. Dans le cas des troubles alimentaires, il faut les prendre sur le très long terme, j'ai envie de dire. Parce que en cas justement, alors je pense par exemple aux crises de boulimie ou d'hyperphagie, quand on sent que la crise est là, clairement ça sert à rien. Bonjour ou bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis Alexandra Portail, naturopathe, utopiste réaliste et fervente défenseuse du cycle féminin. Éclosion, c'est des conseils, des partages, des discussions, mais surtout un endroit où on se retrouve, toi et moi, et parfois avec mon invité, pour un moment en douceur et en toute authenticité. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode à deux voix. Aujourd'hui, nous poursuivons notre discussion avec Julie. Tu as peut-être déjà pris connaissance du précédent épisode sorti la semaine dernière. Julie est une jeune femme de 31 ans qui a souffert et qui souffre encore de troubles du comportement alimentaire. Elle nous a partagé toute son histoire, ses réflexions. J'ai également partagé mon histoire, mes réflexions, voilà, toutes les choses que l'on peut penser, les craintes que l'on peut avoir. Bref, tout ça c'est dans l'épisode précédent. Si tu souhaites aller l'écouter, eh bien je te mettrai le lien en description de cet épisode où tu peux tout simplement scroller et puis c'est juste l'épisode d'avant, donc il n'est pas très loin. Aujourd'hui, place à la suite de notre échange dédié à l'expertise et à l'expérience des fleurs de bac, puisque Julie est formée en naturopathie et également conseillère agréée en fleurs de bac. Dans cet épisode, elle nous raconte à la fois comment elle a découvert les fleurs de bac, comment également elle les utilise pour soi et comment elle les conseille également à ses clientes. Elle nous partagera également quelques fleurs de bac must have de manière générale, mais également dans le cas éventuel de troubles du comportement alimentaire. Et nous terminons notre échange par les petites questions rituelles que j'aime bien poser à mes invités. J'espère que ce programme te plaît. Si c'est le cas, eh bien reste bien connecté puisque ça commence dès maintenant. Je te laisse rejoindre ma conversation avec Julie. Belle écoute! Alors maintenant que nous avons bien discuté de ton histoire des troubles du comportement alimentaire, j'aimerais que l'on passe à une seconde partie, à savoir ce que tu as mentionné au début de l'épisode, ton expertise des fleurs de bac, puisque tu es conseillère agréée en fleurs de bac. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment as-tu croisé le chemin des fleurs de bac? Et j'imagine que ça a dû débuter lors de ta formation en naturopathie, mais bon, peut-être que c'est une idée reçue. Mais pourquoi finalement avoir peut-être poursuivi plus vers les fleurs de bac et qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui de ces fleurs? Ouais. Alors effectivement, j'en ai entendu parler pendant ma formation en naturopathie, mais en fait, ça s'est passé bien avant finalement. Déjà à l'époque où j'ai passé mon bac, en fait c'était ma prof d'espagnol, je me souviens, qui nous avait parlé du fameux Rescue. Donc je sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Le Rescue, c'est un petit flacon jaune, c'est un mélange de fleurs de bac et en général, en fait, Rescue, ça veut dire secours. C'est pour les situations d'urgence, les coups de stress, voilà. Et en fait, elle nous avait parlé de ça quand on passait notre bac. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout que c'était des fleurs de bac, en fait. Voilà, c'était le Rescue. Et effectivement, j'en prenais pendant mes révisions et ça me calmait bien, ça m'apaisait. Donc, je l'ai vécu plutôt sereinement. Enfin, sereinement, je dis ça avec le recul aujourd'hui, mais en vrai, j'étais quand même pas mal stressée. Mais effectivement, ça me faisait du bien. Et puis, bon, après, voilà, j'ai rangé le Rescue une fois le bac passé. Et puis, voilà, on n'en parlait plus. Et puis dans le cadre de mes troubles alimentaires, justement, en fait, j'en parlais avec une amie de la famille.
Et elle me dit: «Bah, écoute Julie, je suis en train de passer mon diplôme de conseillère en fleurs de bac. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu as déjà testé?» Alors je dis: «Bah, non, non, pas du tout», et heu et c'est là que j'ai fait le rapprochement, en fait, avec le fameux Rescue, qui en fait, c'était des fleurs de bac aussi. Et elle me dit: «Bah, écoute, il en existe 38 des fleurs de bac», elle dit: «Est-ce que ça te dit qu'on en parle un petit peu plus et que je te fasse un flacon personnalisé, tu testes et tu vois ce que ça donne?» Donc elle m'a fait mon flacon personnalisé et c'est là que j'ai commencé à ressentir quand même les bienfaits et à creuser un peu le sujet parce que je me suis dit: «Waouh, c'est quand même, c'est assez fou ces petites fleurs-là, le le pouvoir des fleurs, c'est incroyable». Donc j'ai commencé à creuser le sujet et puis voilà, j'ai mis ça un petit peu de côté aussi et ensuite j'en ai encore une fois entendu parler pendant ma formation en naturopathie. Là, je me suis dit quand même, il y a pas de hasard quoi, donc j'ai creusé aussi là-dedans et puis, c'est là que j'ai commencé à passer mon premier niveau parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le diplôme enfin le diplôme de conseillère en fleurs de bac, ça se passe sur 3 niveaux. Donc j'ai commencé à passer mon premier niveau et puis donc après j'ai obtenu mon diplôme de naturopathe et quand je faisais mes consultations, en fait, je me suis rendu compte très vite que peu importe pourquoi les gens venaient me voir, que ce soit un problème d'ordre émotionnel ou alors même pas du tout, parfois c'était des problèmes d'ordre digestif, ou des problèmes d'eczéma ou choses comme ça. Derrière, il y avait forcément toujours une part d'émotionnel et systématiquement les gens, ils repartaient de la séance avec leur flacon de fleurs de bac. Voilà, donc je me suis dit: «Beh, plutôt que de t'éparpiller dans tous les sens», parce que la naturopathie, c'est quand même très, très vaste, hein, tu le sais, ça c'est enfin voilà, il y a l'aroma, il y a la phyto, il y a l'hydrothérapie, il y a l'alimentation, il y a plein, plein de choses. Je me suis dit: «Bah, spécialise-toi dans un domaine» et donc j'ai voulu me spécialiser dans plutôt dans la gestion des émotions et donc c'est de là que j'ai passé ma certification, donc mon diplôme de conseillère en fleurs de bac. D'accord. Et quand tu dis que les personnes repartaient avec leurs flacons, c'est toi qui leur créais leur propre synergie? Voilà, parce qu'au fil du temps, donc je me suis acheté tous mes petits flacons de fleurs de bac, puisqu'il en existe 38 au total. Et donc en discutant au fil de la séance, eh bien, on faisait ensemble, hein, avec le client forcément, on faisait ensemble le flacon personnalisé, ouais. Et aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie personnelle, quelle place, ont les fleurs de bac? Alors j'en utilise pour moi déjà, pas quotidiennement, mais presque. Ça peut être ponctuellement, voilà, un jour où je me sens un peu plus stressée, un peu moins dynamique, un peu moins, voilà, moins d'envie, un peu morose. Hop, j'en mets quelques gouttes dans mon thé, dans mon verre d'eau. Et puis voilà, ou alors ça va être plus sur le long terme, où parfois je peux me faire effectivement, quand je ressens de la fatigue ou quand je ressens que j'ai un manque d'envie, manque de dynamisme, je me fais un petit flacon avec plusieurs fleurs à prendre sur le long terme. Et puis ça va être aussi pour mon entourage, pour ma famille, pour mes amis. Souvent, on vient me demander, ou même des fois, on me demande même pas mon avis. Et, et je dis, tiens, t'as pensé à telle fleur? Ah bah oui, t'as raison. Alors, c'est vrai qu'on est rentré dans le vif du sujet, tu as parlé d'émotions, mais est-ce que peut-être que tu pourrais rappeler avec tes propres termes, parce que j'ai déjà fait un épisode sur les fleurs de bac, mais toi, avec tes propres termes en tant que conseillère agréée, quel est le principe et les actions, en fait, les effets d'une fleur de bac? Ouais. Alors en fait, comme je disais, il existe 38 fleurs de bac au total, qui correspondent chacune à une émotion. Et en fait, le docteur Bach, il est parti du principe que on avait en nous ces 38 émotions. C'est normal en fait de se reconnaître dans les 38 puisqu'on les a tous en nous. On a cette palette de 38 émotions. Sauf qu'il y a certains moments dans la vie où il y a certaines émotions qui sont plus ou moins mises en avant parce qu'on va vivre des choses, parce que voilà, peu importe. Et à partir du moment où on cible, on arrive à nommer cette émotion et à y mettre la bonne fleur, enfin, oui, en fait, comme une fleur égale une émotion, si on arrive à bien nommer l'émotion qu'on ressent de manière entre guillemets négative et qu'on y met la bonne fleur, en fait, ça va juste venir rééquilibrer cet état émotionnel qui est un petit peu déséquilibré par moment. Voilà, c'est ça le principe de la fleur de bac. Et comment ça se passe une consultation avec toi, en fleur de bac? Comment ça se déroule? Alors, comment ça se déroule? Donc, en fait, je mène un entretien pendant environ 30 à 45 minutes. Je pose des questions justement pour amener la personne à poser des mots sur ses émotions. Parce que souvent, on ressent des choses
Et on n'arrive pas à savoir vraiment ce que c'est finalement, si c'est de la colère, si c'est de la peur, si... C'est difficile de nommer les émotions qu'on ressent parce qu'on n'a pas été habitué à le faire dès tout petit. Donc ça peut être difficile. Donc moi, mon rôle de conseillère, justement, ça va être ça. Ça va être de poser les questions de façon à amener la personne à poser des mots sur ce qu'elle ressent. Parce que finalement, ce qui se passe dans sa vie, entre guillemets, je m'en fiche en fait. C'est elle son ressenti. Parce que je peux prendre 10 personnes qui vont vivre exactement la même chose au même moment. Chaque personne va avoir son ressenti en fait, son ressenti propre. Donc c'est comment la personne ressent la chose. Et donc pendant ce temps-là, je prends des notes voilà, sur ce qu'elle ressent. Et je note les fleurs auxquelles j'ai pensé, les fleurs qui pourraient lui convenir. Ensuite, on récapitule, voilà, on fait un petit récap de tout ce qu'on s'est dit pendant la demi-heure, là, les 45 minutes. J'explique à la personne les fleurs auxquelles j'ai pensé, dans son cas précis, ce qu'elles vont pouvoir lui apporter. Et ensuite, la personne, c'est elle qui constitue son flacon, c'est-à-dire qu'elle va me dire « Ah bah oui, ça me parle, donc voilà, on met cette fleur-là dans le flacon. » Mais elle peut aussi me dire « Bah non, en fait, ça me parle pas du tout, et dans ce cas-là, c'est que j'ai pas vu juste et c'est ok. » Ou alors aussi, elle peut me dire « Ben ouais, là, ça me parle, mais je suis pas prête en fait à travailler ça. » Et c'est ok aussi. Et donc ensuite, j'invite la personne à faire son flacon elle-même. J'ai tous mes petits... j'ai mes 38 fleurs de bac, en fait, toujours avec moi. Et c'est la personne qui va mettre ses petites gouttes dans son flacon parce que je considère que ça enclenche le processus, en fait. C'est elle qui enclenche la démarche déjà de faire son propre flacon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, la personne fait son flacon et elle repart avec. Et dans ces cas-là, tu suggères des cures? Comment se déroule une prise de fleurs de bac suite à ta consultation? Ouais, alors, on parle pas forcément de cure, mais de prise de fleurs. Enfin voilà, c'est pas un traitement, hein, donc c'est pas forcément une cure. Mais après, ça dépend de la problématique, mais il faut au moins que la prise ait lieu sur 3 semaines, 1 mois. D'accord. Ensuite, on refait un petit point. On voit comment la personne se sent. Est-ce que elle a besoin qu'on refasse le même flacon? Parce qu'en général, un flacon, ça dure 3 semaines, 1 mois, si la prise se fait correctement. Donc soit on refait le même flacon, ou soit on réajuste, parce que parfois, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les fleurs de bac, on travaille sous forme de couche, en fait, comme un oignon. Voilà, on enlève la première couche, et puis parfois, la problématique, elle s'en va, mais ça fait réapparaître d'autres choses un peu plus profondes. Donc là, on réajuste le flacon avec d'autres fleurs qui semblent plus correspondre aux émotions sur le moment, en fait. Jusqu'à arriver au cœur de l'oignon. Voilà, exactement. Et après, les fleurs de bac, on peut les garder et puis les prendre de manière plus ponctuelle. Exactement. Il y a ce qu'on appelle des fleurs d'humeur et des fleurs de personnalité. Donc les fleurs d'humeur, elles vont plutôt agir sur des émotions, sur des humeurs ponctuelles. Voilà, par exemple, là, aujourd'hui, je me sens comme ci ou comme ça, hop, je prends telle fleur. Et puis les fleurs de personnalité, ça va agir plus en profondeur. Alors, clairement, ça ne va pas changer la personnalité de quelqu'un, loin de là. Mais ça va être, par exemple, une personne qui manque de confiance en elle. Et ben, ça va être à prendre forcément sur le plus long terme. Ça ne va pas être résolu en 2-3 jours. Donc là, la personne va le prendre potentiellement sur 2 mois, 3 mois, 6 mois s'il le faut, en fonction aussi de ses ressentis à elle. Parce que l'idée, c'est... après la séance, c'est souvent, j'aime bien donner ce que j'appelle un petit carnet de bord. En fait, la personne, pour être à l'écoute de ses ressentis, elle complète ce carnet. Voilà, c'est pour qu'elle se rende compte et qu'elle devienne actrice de ses émotions, de ses ressentis. Est-ce que tu aurais 3 fleurs de bac à avoir absolument chez soi? De manière générale, hein, pas pour un trouble particulier. Petit intermède musical pour te rappeler que ce podcast, réalisé sur mon temps libre, est et restera gratuit, indépendant et sans publicité, sauf la mienne. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi en le dorant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux aussi le soutenir pour la somme d'une infusion sur mon compte Tipeee. Merci à toi et je t'invite à reprendre le fil de notre discussion.
J'ai pas forcément 3 fleurs, mais le rescue, ça c'est quelque chose à avoir systématiquement sur soi. En cas d'urgence, c'est le rescue. Vraiment, ouais, le rescue. Parce qu'en fait, le rescue, c'est un mélange de 5 fleurs déjà à la base. Quelles sont ces fleurs? Donc du coup, oui, le rescue, donc il est constitué de 5 fleurs de Bach. Donc il y a Star of Bethlehem, Clématis, Rock Rose, Impatience et Cherry Plum. Et ça, au moins, c'est le combo gagnant. Honnêtement, il fonctionne dans toutes sortes de situations d'urgence. Mm. Alors, du coup, ton histoire, qui est quand même, très, teintée par, les TCA, est-ce que dans ta clientèle, tu accompagnes spécifiquement ce genre de personnes? Avec une histoire, autour des Alors, TCA? bizarrement, entre guillemets, on attire forcément à soi les clients qui ont le même genre de problématiques que nous, ou les choses qu'on a encore à soigner nous-mêmes, en fait, à guérir nous-mêmes. Donc effectivement, j'ai beaucoup de gens qui sont atteints de TCA qui viennent me voir, ouais. Dans le cas des troubles du comportement alimentaire, les fleurs de Bach, pardon, seraient selon toi, relativement, bénéfiques, pourraient être une aide, un soutien émotionnel. Est-ce que tu aurais, peut-être quelques fleurs qui reviennent, assez régulièrement dans tes accompagnements, spécifiques, au TCA? Oui, alors je tiens quand même à préciser que c'est pas non plus une solution miracle. Clairement, si c'était miraculeux, je n'en serais pas encore là aujourd'hui. Ça se saurait. Mais effectivement, ça peut être une aide, un soutien. Après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans le cas des troubles alimentaires, il faut les prendre sur le très long terme, j'ai envie de dire. Parce que en cas justement, alors je pense par exemple aux crises de boulimie ou d'hyperphagie, quand on sent que la crise est là, clairement ça sert à rien. Cela dit, il y a des fleurs qui peuvent effectivement apaiser sur le coup et qui reviennent régulièrement dans le cas des troubles alimentaires. Je pense notamment à Cherry Plum, qui va être un peu, donc notamment dans le cas des crises d'hyperphagie, boulimie, c'est un peu l'image de la cocotte minute qui explose là. Quand on sent que ça monte, que ça monte, que ça monte, c'est pour pas exploser justement, c'est pour faire redescendre un peu la soupape. Donc il va y avoir celle-ci. Il va y avoir Rockwater. Rockwater, c'est cette idée d'hyper-exigence envers soi-même pour atteindre un idéal un peu physique, un idéal spirituel, voilà, une sorte de perfection, une quête de perfection. Donc ça va être cette idée de lâcher prise aussi, de ok, j'ai mon petit bourrelet sur le ventre, et ben c'est ok. J'ai pas fait mon sport aujourd'hui, c'est ok, je le ferai demain. Voilà, c'est être moins exigeante envers soi-même. Il va y avoir aussi, comment elle s'appelle, Crab Apple. Crab Apple pour cette notion de je me regarde dans le miroir et j'ai un certain dégoût de moi-même, ou alors ouais, un dégoût de mon corps, ou alors je vais manger tel aliment, je vais me sentir sale à l'intérieur, tu vois, dans les cas d'orthorexie notamment, quand je mange un aliment qui est considéré comme malsain, entre guillemets, je me sens sale, je me sens souillée. Donc là, Crab Apple, ça va être cette notion de pureté, en fait, de... Comment dire, de, de nettoyage, voilà, de nettoyage intérieur, de purification. Je pense aussi notamment dans le cadre des vomissements, quand on se fait vomir pour se purifier, ou quand on prend des laxatifs aussi dans certains cas, et ben plutôt que de prendre ça, voilà, c'est prendre du Crab Apple pour se sentir déjà bien et ne pas avoir besoin d'avoir recours à ce genre de pratique pour se sentir purifié, en fait, se sentir bien à l'intérieur. D'accord. Donc Crab Apple, Rockwater, et tu m'as dit Star of Bethlehem ou Clématis? Je ne me souviens plus. Cherry Plum. Ah, Cherry Plum, ni l'un ni l'autre. Cherry Plum. Mais ça peut aussi, hein, clairement, voilà. Après, c'est en fonction de la personne, mais en tout cas, j'ai remarqué que c'était les 3 qui revenaient régulièrement, ouais. D'accord. Merci beaucoup pour ces partages. Je t'en prie. Nous arrivons à la fin de notre échange tranquillement. Est-ce que tu aurais, toi, un message à faire passer à nos auditrices que peut-être tu n'as pas eu l'occasion de faire passer au travers de mes questions?
Oui, alors, bah, là, déjà, à travers tout ce qu'on a dit, si tout ça, ça résonne un peu en vous, si vous soupçonnez chez vous ou alors chez quelqu'un de votre entourage des signes avant-coureurs de TCA, surtout parlez-en. Parlez-en. Il n'y a pas de honte, en fait. Au contraire, il vaut mieux prendre le problème tout de suite et se faire accompagner tout de suite. Peu importe, peu importe votre poids, j'ai envie de dire, peu importe votre degré d'hyperactivité éventuellement, il est jamais trop tôt, il est jamais trop tard. Mais clairement, faites-vous accompagner parce que tout seul, on s'en rend pas compte comme ça, mais on tombe très très vite dans la spirale infernale. On n'a pas mentionné, est-ce que tu as été ou es accompagnée par un psychologue ou psychothérapeute? Ouais, alors actuellement, je suis encore suivie en hôpital de jour une fois par semaine. Donc effectivement, je suis encadrée ouais, par des soignants qui sont spécialisés dans les troubles alimentaires. Ouais. D'accord. Une petite question que j'aime bien poser, c'est est-ce que, enfin, quelle est ta relation actuelle avec ton corps de femme? Ouais, alors j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal aujourd'hui avec mon reflet dans le miroir. C'est quelque chose qui reste très compliqué. Parce que, enfin, je pense que, voilà, quand on est atteint de troubles alimentaires et d'anorexie, justement, bah, c'est cette volonté aussi de rester une petite fille, de pas avoir de forme de femme. C'est une manière de se protéger des hommes aussi. On n'en a pas forcément parlé, mais voilà, actuellement, je suis pas en couple. Donc, c'est une forme de protection, ouais, une volonté de rester petite fille et de se protéger aussi bah, du regard des hommes. Donc, ouais, ça reste très compliqué de voir apparaître des formes féminines. Ouais, ouais. Mmh. Je me demande, à chaque fois que je pose cette question et que toujours, ce regard, ce reflet dans le miroir, revient comme problématique, je me demande mais en fait pourquoi on n'enlève pas tous les miroirs chez nous en fait et on se recentre uniquement sur nos sensations? Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple avec la balance, hein, il y a quelques années, hein, c'était en il y a 7 ans maintenant, le jour où j'ai décidé de partir, à l'étranger et qu'il fallait que je vide, tous mes placards, que je vende et cetera, j'ai décidé de me séparer de ma balance et ça a été, l'un de mes plus beaux, gestes puisque depuis j'en utilise plus et je me fie uniquement à mes sensations et ça oblige du coup à se référer à ces sensations, ce que l'on fait pas très peu quand on est dans l'hyper-contrôle. On est beaucoup dans le Ouais. calcul, la rationalité et on se coupe des sensations, comment on se sent dans nos pantalons, comment on se sent, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, est-ce que j'ai un peu mal au ventre, est-ce que j'ai mal quelque part, au-delà de à quoi je ressemble et combien je pèse. Exactement. Donc il y a ce côté effectivement très féminin, on aime bien des fois se regarder et ça peut être, très flatteur et ça peut être, très sympathique, mais encore une fois, c'est quand même un instrument, à prendre avec des pincettes et je me demande si, dans certaines parties de notre vie, on ne devrait pas uniquement, ne pas du tout avoir ni de balance, ni de miroir pour nous apprendre à nous reconnecter en fait avec nos sensations, au-delà de ce à quoi on ressemble ou, de combien de kilos on pèse. Après, ça peut être aussi à double tranchant parce que j'entends ce que tu dis et c'est très juste. Mais il y a aussi l'idée de pouvoir se regarder, se toucher aussi, pour pas rester dans le déni d'un corps trop maigre, notamment, et se dire non, non, mais ça va, voilà. Il faut aussi prendre conscience, en fait, de se regarder et de prendre conscience de sa maigreur. Je parle dans mon cas, hein. Voilà, c'est parce que fuir le miroir, je me dis, c'est pas non plus une solution en soi parce qu'il faut aussi se confronter à la réalité des choses, quoi. Sans se mettre forcément non plus en difficulté et à être en train de s'observer à longueur de journée, mais voilà, avoir conscience quand même que la maigreur, elle est là et que c'est pas normal, quoi. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je viendrais, en fait, disons que le miroir, c'est un outil, qui nous renvoie notre image. Mm. Mais quand on souffre de TCA ou même quand on n'en souffre pas, il y a beaucoup de personnes, de femmes notamment, qui, souffrent de ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Ça Mm. veut dire, ne pas voir ce à quoi on ressemble et à travers le miroir, on ne voit pas vraiment ce à quoi on ressemble. C'est-à-dire que même enfin, moi je sais que quand je me regarde dans le miroir,
quand j'étais anorexique et très maigre, je ne voyais pas ma maigreur. Pourtant, j'étais quand même face au miroir. Et je n'ai jamais été autant face au miroir que pendant cette période-là, parce que je me regardais H24. C'est-à-dire le matin, dès que j'avais mangé, et le soir, et tout le temps. Par contre, l'image que l'on renvoie, notamment au travers d'une photo ou d'une vidéo, elle est complètement différente. Et c'est là où la thérapie par la photo et la vidéo, ça peut être intéressant. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà, ça s'est déjà arrivé, Julie, ou les personnes qui nous écoutent. On se voit tous les jours dans le miroir, mais quand quelqu'un prend une photo de nous, du même instant, ou une vidéo, on ne se voit pas de la même manière. C'est exactement la même chose que quand on s'écoute parler et quand on s'écoute au travers d'un enregistrement. On n'entend pas la même voix. C'est vrai. Et du coup, l'image de soi, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut absolument pas s'en couper, parce qu'effectivement, ça pourrait participer au déni. Par contre, je reste persuadée que le miroir n'est pas l'instrument idéal pour atteindre en fait l'objectif que tu mentionnais, à savoir prendre conscience de notre maigreur ou grosseur, parce que aussi, là on parle de maigreur, mais le surpoids est aussi néfaste que le sous-poids, mais voilà. Et c'est vrai que la dysmorphophobie, moi, je la perçois beaucoup au travers du miroir, mais beaucoup moins, du coup, au travers d'une photo ou d'une vidéo, par exemple. Oui, comme quoi, en fait, on a beau parler de TCA, on a vraiment chacune nos symptômes. Enfin, le symptôme se manifeste vraiment différemment parce que c'est vrai que moi, j'ai vraiment conscience, en fait, de mon état physique. Enfin, quand je me regarde dans le miroir, des fois, je me dis: «Waouh, bah non, mais là, ça va pas, en fait, t'es trop maigre et voilà, fais quelque chose, quoi». Donc c'est vrai que j'ai pas cette problématique-là. Donc encore une fois, c'est chacun ses symptômes, chacun a des symptômes différents et c'est vraiment du cas par cas. D'où l'intérêt aussi de se faire accompagner, pour que vraiment la prise en charge soit globale et personnalisée, quoi. Et d'où l'intérêt, je dirais même en premier lieu, peut-être des témoignages, parce que c'est grâce à la richesse des différentes expériences et témoignages que des fois, on vient capter chez certaines personnes des choses qui nous parlent plus, et puis chez une autre personne d'autres choses, et on vient se créer en fait notre compréhension de notre maladie, éventuellement de notre trouble. Et l'accompagnement derrière, effectivement, est nécessaire. D'accord. Et alors, du coup, une autre petite question pour toi. Est-ce que toi, tu aurais une question à poser à nos auditrices qui nous ont écoutées depuis tout ce temps? Ouais, j'aimerais leur demander là, après avoir écouté notre échange et un petit bout de mon histoire, comment elles se sentent. Est-ce que ça a résonné en elles? Qu'est-ce qu'elles ont ressenti en fait dans leur corps en écoutant cet échange? Est-ce que ça, bah non, ça leur a pas du tout parlé. Est-ce que ça a éveillé quelque chose, mais oula, ça fait peur et du coup, non, bah j'occulte, je passe à autre chose. Ou alors, est-ce que ça a été douloureux? Est-ce que ça a évoqué quelque chose qu'elles vivent actuellement et dont elles n'avaient pas forcément conscience? Voilà, comment elles se sentent avec ça là, tout de suite maintenant, à chaud? Merci, c'est vrai que c'est intéressant et je vous invite vraiment à vous poser cette question-là et sans aucun jugement. L'idée ici, c'est pas de vous mettre une étiquette de ah oui, je souffre ou je ne souffre pas de TCA, je souffre pas, je suis tranquille, ou alors je souffre et je suis moins que rien parce que finalement je viens de me confronter à un témoignage qui me fait peur et du coup ça veut dire que je souffre. Non, l'idée c'est vraiment pas de vous mettre une étiquette, mais c'est juste un pas supplémentaire pour essayer de se comprendre toujours un peu plus chaque jour. Et faire en sorte que le jour suivant sera encore plus heureux et bienveillant que l'instant T. Exactement. Et pas de pression non plus à se dire si certaines se sont reconnues ou voilà, ont pu ouvrir un peu les yeux, pas de pression à se dire oh, ah bah du coup il faut que je me fasse soigner. Non, le TCA, s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il a un rôle en fait. Le symptôme a un rôle. Et si c'est pas le moment pour vous de guérir, enfin de vous faire soigner en tout cas, c'est pas le moment. Il faut juste se sentir prête en fait. Voilà, donc pas de pression non plus, mais juste ayez conscience que peut-être oui c'est là, peut-être que ça fait partie de votre vie ou pas. Mais voilà, déjà en avoir conscience. Peut-être que c'est quelque chose qui aujourd'hui vous puise un peu d'énergie mentale, physique, que ce petit mal-être que vous ressentez et vous n'arrivez pas forcément à comprendre d'où ça venait, peut-être que voilà, c'en est l'une des origines. Mais
Mais l'idée, c'est effectivement pas de se mettre la pression et pas de vouloir forcément éradiquer ce mal tout puissant. C'est juste, ça fait partie, et de vous, de nous, et puis, derrière, on avance à chaque fois, pas à pas, histoire d'avoir une vie toujours, plus heureuse. Est-ce que tu as des petites ressources, coup de cœur que tu souhaiterais partager, que ce soit livres, podcasts, vidéos, à ce sujet ou un tout autre sujet? Vraiment, voilà, tu as découvert quelque chose et tu as envie de le partager. Oui, alors moi je suis une grande fan de podcasts. Voilà, peut-être je peux en citer quelques-uns qui me font du bien au quotidien, voilà, en me préparant le matin, en buvant mon petit café, voilà, ou en me baladant. Des podcasts légers, voilà, qui font réfléchir, qui font avancer. J'aime beaucoup le podcast de Chloé Bloom. J'aime beaucoup aussi les méditations de Célia. C'est des courtes méditations en fait de 5 à 10 minutes et j'aime beaucoup faire ça le matin avant de partir travailler notamment. Donc il y a celui-ci, il y a Métamorphose aussi que j'aime beaucoup. Celui-là, je crois qu'il revient, pas tous les Et, épisodes, mais très régulièrement. Alors si vous n'avez toujours pas écouté ne serait-ce qu'un oui, épisode de voilà. Métamorphose, je devrais vraiment lui Mais tu demander fais un mieux. code promo, hein, parce que Métamorphose, Voilà. Et sinon deux podcasts plus en lien avec entre guillemets la spiritualité. C'est Pouvoir caché et d'accord, La je pleine connaissais conscience. pas, Pouvoir caché. Ouais, j'aime beaucoup aussi. C'est plus en lien avec la spiritualité, un peu D'accord. l'astrologie. Super, ben Voilà. ça fait quand même, alors je connaissais celui de Chloé Bloom et Métamorphose, mais les 3 autres, Méditation de Célia, Pouvoir caché et La pleine conscience, je ne connaissais pas. Je réenrichis, ma bibliothèque, de podcasts. Bon, eh bien, écoute, Merci beaucoup parfait. Julie pour ce témoignage, pour, d'avoir, partagé ton histoire à cœur ouvert. Si les personnes souhaitent peut-être, discuter un peu plus longuement avec toi, ou peut-être te retrouver en consultation, fleur de bac, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver et te contacter? Alors, j'ai mon compte Instagram. Donc, c'est Julie avec 2 i, point .gdn. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci, elles peuvent m'envoyer un message privé ou quoi que ce soit. Et puis, dans ma description, donc, j'ai le lien pour prendre rendez-vous éventuellement pour un entretien en fleur de bac. Il y a le lien aussi de mon site internet, voilà, où j'expose un petit peu mon activité, tout ce que je propose. Et puis, j'en profite aussi, j'ai moi-même créé un podcast il y a presque 2 ans maintenant. Et c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas alimenté, qui s'appelle Floraison. Donc ça s'écrit Flow, un petit apostrophe, et raison. Et là, en fait, c'est un podcast où je parle de mon histoire avec les troubles alimentaires, où j'ouvre à chaque épisode une page de mon journal intime sur ce que je vis et que je vivais en lien avec les troubles alimentaires. Voilà, des petites anecdotes. Peut-être ça pourra parler à certains, certaines. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller écouter. Je sais que ouais, ça fait toujours du bien d'entendre des témoignages et souvent on se sent moins seul et moins anormal, quoi. Mmh. Je vous encourage en effet à aller, parcourir le podcast de Julie. Moi, j'ai pas écouté tous les épisodes encore, mais plusieurs, et j'ai beaucoup aimé aussi le format. Comme tu le disais, tu ouvres, une page de ton journal intime et ensuite, une fois l'avoir lu, tu l'expliques un peu plus avec tes mots du présent, avec un petit peu plus de recul, et j'ai trouvé cette approche, vraiment très intéressante, et moi ça m'a beaucoup parlé en tout cas. Donc voilà, si vous voulez aller encore un peu plus loin sur l'histoire de Julie et la compréhension des TCA et comment elle l'a vécu, je vous invite vraiment à aller parcourir ces épisodes. euh, voilà, tout simplement. Est-ce que tu comptes le reprendre, le podcast, ou pas? C'est dans un coin de ma tête, parce que c'est vrai que à l'époque, ça me faisait beaucoup de bien aussi d'en parler, parce que ça me libérait aussi beaucoup. Et puis, il y a un moment donné où j'ai arrêté parce que ça me maintenait aussi là-dedans, tout le temps parler de troubles alimentaires. Déjà que la question alimentaire est présente quand même beaucoup dans ma tête au quotidien. Et parler en plus de ça, voilà, en podcast, ça faisait que raviver la chose. Donc j'avais ressenti l'envie d'arrêter.
Mais là, c'est vrai que j'ai quelques idées. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Bon, je reste connectée à ton podcast alors. Avec plaisir. Merci Julie, vraiment pour tout ce temps passé ensemble. J'espère que je te souhaite tout simplement une très belle continuation. Et puis, si tu souhaites revenir sur le podcast pour partager autre chose, eh bien, tu es la bienvenue. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, Alexandra. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.